Brigitte Bardot a choisi ses animaux plutôt que son propre fils. Ce n'est pas une interprétation, c'est ce qu'elle a elle-même écrit, signé et défendu jusqu'au jour de sa mort. Quand Nicolas-Jacques Charrier est né le 11 janvier 1960, sa mère était la femme la plus photographiée au monde, et aussi celle qui voulait le moins être mère. Ce qui s'est passé dans cette salle d'accouchement à Paris et ce qui s'est passé pendant les 60 années suivantes est l'une des histoires les plus inconfortables, les plus honnêtes et les plus troublantes du XXe siècle, parce que Bardot n'a jamais menti sur ce qu'elle ressentait. Et ça, pour son fils, a été le fardeau le plus lourd de tous. J'ai passé des semaines à éplucher ses mémoires, les archives judiciaires du procès que Nicolas et son père lui ont intenté en 1997, et les déclarations qu'elle a semées au fil de 6 décennies d'interviews pour construire ce documentaire. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement l'histoire d'une mère qui n'a pas voulu l'être, c'est l'histoire d'un fils qui a grandi en sachant exactement ce qu'il valait aux yeux de la femme la plus désirée de France. Et la question à laquelle ce documentaire va répondre est une seule. Qu'est-ce que ça fait à un être humain de grandir avec cette vérité-là? Le monde connaît Brigitte Bardot comme symbole de liberté et de sensualité. Mais il y a quelque chose que très peu de gens savent. Cette liberté qu'elle défendait si farouchement avait un prix. Et ce n'est pas elle qui l'a payé. Le 10 janvier 1960, Brigitte Bardot était assise dans son appartement parisien à regarder la télévision avec son mari quand les contractions ont commencé. Elle avait 26 ans. Elle était l'actrice la plus célèbre de France, peut-être d'Europe. Et cela faisait 9 mois qu'elle vivait ce qu'elle décrirait elle-même des années plus tard, comme une invasion. Ce n'était pas un enfant qu'elle avait cherché. Quand elle avait appris sa grossesse, Bardot avait tout tenté pour y mettre fin. Elle avait offert des sommes généreuses à plusieurs médecins. Aucun n'avait accepté. Personne ne voulait prendre le risque que quelque chose tourne mal dans le corps de Brigitte Bardot. Sa célébrité la rendait intouchable, et cette même célébrité la tenait prisonnière. La grossesse avait donc continué, non pas parce qu'elle l'avait choisie, mais parce que le monde ne lui avait pas laissé d'autre option. Dans ses mémoires, Initials Bébé, publiées en 1996, et elle avait écrit quelque chose qui avait laissé la moitié de la France sans voix. Je regardais mon ventre plat et svelte dans le miroir, comme une chère amie à qui j'allais fermer le couvercle d'un cercueil. Ce n'était pas une métaphore de tristesse passagère. C'était la description exacte de la façon dont elle avait vécu ces 9 mois. Comme une perte, comme la fin de quelque chose qui n'avait pas de nom mais qui était tout ce qu'elle était. La grossesse s'était déroulée presque en captivité. Les photographes la poursuivaient dans les rues. Elle ne pouvait pas sortir sans être encerclée. Elle s'était enfermée dans son appartement pendant des mois, prisonnière de son propre nom. Et à l'intérieur de cette prison, le corps qui changeait lui semblait étranger, hostile, et comme si quelqu'un d'autre avait pris possession de ce qui lui appartenait. Mais ce qui s'était passé après l'accouchement avait été encore plus difficile à supporter. L'accouchement avait eu lieu à domicile, dans le même appartement, avec une salle médicale improvisée, pendant que des photographes tentèrent de se déguiser en médecins pour entrer. Bardot avait décrit la douleur de ce moment sans concession, une expérience qui, selon ses propres mots, dépassait les normes de la résistance humaine. On lui avait administré une anesthésie générale. Quand elle s'était réveillée, le bébé était au-dessus d'elle, et ce qu'elle avait ressenti n'était ni du soulagement, ni de l'amour, ni cet instinct dont tout le monde parlait.
C'était de la panique. Elle avait demandé qu'on l'emmène. Il y a quand j'ai repris connaissance et que j'ai pu comprendre que c'était effectivement mon bébé, avait-elle écrit. Je me suis mise à crier, suppliant qu'on me l'enlève. Nicolas Jacques Charrier pesait un peu plus de 3 kilos à la naissance. C'était un bébé en bonne santé, et sa mère ne voulait pas le regarder. Ce qui avait suivi était une mise en scène. Les photos du baptême, les images avec le nouveau-né dans les bras, qui avait fait le tour des magazines du monde entier, étaient exactement ça, des images. Bardot avait refusé de l'allaiter. Elle avait dit qu'elle n'était pas un animal de ferme. L'instinct maternel dont parlèrent les manchettes n'existait pas. Ou s'il existait, ce n'était pas le sien. Il faut s'arrêter ici, parce que Bardot n'était pas simplement une femme froide ou égoïste, c'était une femme qui se trouvait au bord de l'effondrement depuis 2 ans. En 1958, avant de rencontrer Jacques Charrier, elle avait déjà connu un épisode de rupture nerveuse en Italie. Les rapports de l'époque avaient évoqué une tentative de suicide au somnifère, même si son attaché de presse l'avait nié. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'en était remise quelques semaines à peine, avant de commencer la relation qu'il avait menée à l'hôtel, et à la grossesse qu'elle ne voulait pas. Elle avait épousé Jacques Charrier en juin 1959, alors qu'elle était déjà enceinte. Non pas par amour, selon ce qu'elle avait elle-même écrit, par peur d'être mère célibataire dans une France qui ne lui aurait pas pardonné ce scandale. Je n'aimais pas assez Jacques pour imaginer une vie avec lui, mais je ne voulais pas non plus rester seule, et Charrier, et de son côté, lui avait interdit de continuer à tourner pour pouvoir avoir leur enfant. Bardot se sentait piégé de toutes parts, par son corps, par son mari, par sa célébrité, par son fils. Je voulais me libérer dans tous les sens du terme, avait-elle écrit. J'étais prisonnière de mon nom trop célèbre, du caractère possessif de Jacques, de mon corps, de mon visage, de mon fils. Après la naissance, la dépression avait été immédiate et sévère. La maternité que le monde célébrait en couverture de magazines se vivait, derrière les portes fermées, comme un naufrage. Bardot ne trouvait pas le moyen de se connecter à ce bébé, et le cirque médiatique qui entourait chacun de ses gestes rendait impossible toute forme de tranquillité. Nicolas Jacques avait été confié aux soins d'autres personnes, presque dès le début. D'abord des infirmières, qu'était ensuite la famille Charrier. Sa mère était encore là, dans le même appartement, mais elle n'était pas présente de la façon dont un nouveau-né en a besoin. La distance entre eux avait commencé à se former dans ces premiers mois, avant même que Nicolas puisse comprendre qu'il existait une distance. En 1962, quand Nicolas avait 2 ans, Bardot et Jacques Charrier avaient divorcé. Un tribunal avait accordé la garde de l'enfant à son père. Bardot ne s'y était pas opposé. Selon les récits de l'époque et ses propres déclarations ultérieures, elle avait ressenti du soulagement. Et ce soulagement est peut-être la partie la plus difficile à appréhender. Non pas parce qu'il est monstrueux, mais parce qu'il est honnête. Bardot n'avait jamais feint de ressentir ce qu'elle ne ressentait pas. Elle n'avait jamais construit une narrative de mère repentie qui essayait de faire mieux. Elle l'avait dit telle qu'elle l'avait vécu. Elle n'était pas faite pour ça. Elle ne l'avait pas voulu, et quand elle avait pu s'éloigner, elle l'avait fait. Mais Nicolas avait 2 ans, et quelqu'un devait l'élever. Ce quelqu'un ne serait pas sa mère. Nicolas Jacques Charrier a grandi dans une maison où personne ne parlait beaucoup de Brigitte Bardot. Non pas parce que c'était un secret, mais parce que son père, Jacques Charrier, avait décidé que la meilleure façon de protéger son fils était de lui construire une vie aussi normale que possible. Et le normal, dans ce cas,
signifiait s'éloigner du bruit, s'éloigner de Paris, s'éloigner de tout ce qui portait le nom de Bardot. Ce sont les grands-parents paternels qui se sont occupés de Nicolas pendant les années les plus importantes, les premières années, celles qui forgent le caractère, celles qui apprennent à un enfant ce que signifie le mot « foyer ». Nicolas les a vécues avec des personnes qui l'aimaient, qui étaient présentes, qui lui donnaient ce dont il avait besoin, mais aucune d'elles n'était sa mère. Jacques Charrier a été un père plus présent que ce que son image publique laissait supposer. Il s'est progressivement retiré du monde du spectacle pour se concentrer sur l'éducation de son fils. Ce n'était pas un homme sans blessure propre. Le mariage avec Bardot l'avait profondément marqué, et les années qui avaient suivi le divorce avaient été difficiles pour lui aussi. Mais il avait choisi de rester. Il avait choisi Nicolas quand Bardot avait choisi de ne pas le faire. Et Nicolas le savait, pas avec la clarté qu'il aurait en grandissant, mais avec cette perception diffuse qu'ont les enfants pour capter ce qui ne se dit pas à voix haute. Il savait que sa mère était célèbre. Il le voyait dans les magazines, sur les affiches, dans la réaction des gens quand ils entendaient son nom de famille. Mais cette femme des couvertures n'était pas là pour son anniversaire. Elle n'était pas là quand il était malade. Elle ne l'emmenait pas à l'école. Les visites de Bardot pendant l'enfance de Nicolas avaient été rares et, selon les récits disponibles, émotionnellement complexes pour les deux. Bardot l'avait reconnu des années plus tard, avec la même franchise brutale qu'elle appliquait à tout. Pendant l'enfance de Nicolas, et notre relation était douloureuse, autant pour lui que pour moi. Elle n'était pas allée plus loin. Elle n'en avait pas eu besoin. La phrase contenait tout. Ce que Nicolas avait vécu pendant ces années n'était pas l'abandon dramatique des manchettes. C'était quelque chose de plus silencieux, et pour ça plus difficile à nommer. C'était grandir en sachant que sa mère existait, qu'elle était vivante, qu'elle apparaissait dans tous les kiosques du pays, mais qu'elle avait choisi de ne pas être là. Cette différence entre une mère absente par les circonstances et une mère absente par décision est celle qui marque d'une façon particulière. Bardot, pendant ce temps, continuait d'être Bardot. En 1963, elle avait tourné Le Mépris avec Godard. En 1965, elle avait joué dans Viva Maria avec Louis Malle, ce qui lui avait valu une nomination au BAFTA. En 1966, elle avait épousé Günther Sachs, le milliardaire allemand qui avait fait pleuvoir des milliers de roses depuis un hélicoptère sur sa maison de Saint-Tropez, le jour où il avait voulu la conquérir. Le monde la regardait, et elle continuait d'être le centre de tout. Nicolas avait 6 ans quand ce mariage avait été célébré. Il n'avait pas été invité. Le contraste entre la vie publique de sa mère et la vie privée de son fils pendant ces années est presque impossible à soutenir sans malaise. Pendant que Bardot était photographié sur des yachts, sur les plages du sud de la France, dans des fêtes qui remplissaient les pages des magazines, Nicolas grandissait dans la discrétion que son père et ses grands-parents lui avaient construite, une discrétion qui était à la fois un bouclier et une blessure. À l'école, et le nom de famille posait problème. Non pas pour ce qu'il signifiait pour lui, mais pour ce qu'il signifiait pour les autres. Les camarades le savaient, les professeurs le savaient. Être le fils de Brigitte Bardot dans la France des années 60 n'était pas une donnée neutre. C'était un poids particulier, celui de porter une figure que tout le monde connaissait et que personne n'associait à l'idée de mère. Nicolas n'avait pas parlé publiquement de ces années. Pendant des décennies,
Il avait choisi le silence de la même façon qu'il avait choisi tout le reste dans sa vie, avec une détermination tranquille qui, avec le temps, s'était révélée être sa façon la plus efficace de survivre à son histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait étudié sérieusement. Il avait obtenu une licence en économie à l'Université de Paris. Et il avait construit une identité propre, sans noms empruntés, sans l'ombre de la célébrité maternelle, comme définition de qui il était. Et quand il avait terminé ses études, il avait pris une décision qui en disait plus que n'importe quelle déclaration publique. Il était parti en Norvège. Le 27 septembre 1984, Nicolas-Jacques Charrier avait épousé Anneline Bjerkan, un ancien mannequin nordique. Il avait 24 ans. Le mariage avait été discret, loin des projecteurs, loin de Paris. Brigitte Bardot n'était pas là, non pas parce qu'elle n'avait pas été invitée par erreur, ou parce qu'un imprévu s'était produit. Nicolas avait pris la décision de ne pas l'inviter. Cette absence choisie, la première fois que c'était lui qui décidait de la distance, et dit tout ce que Nicolas n'avait jamais dit à voix haute sur ce qu'avait signifié grandir sans sa mère. Ils avaient eu 2 filles, Théa et Anna. Bardot était devenue grand-mère, sans avoir vraiment été mère. Et ses petites filles, qui avaient fini par faire d'elle une arrière-grand-mère, lui avaient rendu visite à Saint-Tropez de façon occasionnelle, lors de visites qui ressemblaient davantage à une relation de courtoisie qu'à une véritable intimité. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Nicolas n'était pas devenu un homme brisé par son histoire. Il était devenu un homme discret. La différence compte. Il avait construit une famille stable, une vie loin du bruit, une identité qui n'avait pas besoin de sa mère pour exister. D'une certaine façon, peut-être il avait fait exactement le contraire de ce que Bardot avait fait. Il avait choisi de rester, il avait choisi la présence, il avait choisi les personnes plutôt que la célébrité. Ce qu'il n'avait pas pu choisir, c'était de ne pas savoir. Et ce qu'il avait su, quand sa mère avait publié ses mémoires en 1996, était pire que tout ce que n'importe quelle absence aurait pu le préparer à recevoir. Parce qu'une chose est de grandir sans sa mère. Une autre très différente est de lire ce qu'elle pensait de vous pendant que vous grandissiez. En 1962, la même année où un tribunal accordait la garde de Nicolas à Jacques Charrier, Brigitte Bardot tournait Le mépris aux côtés de Michel Piccoli et Jack Palance, sous la direction de Jean-Luc Godard. C'était un film sur le désamour et sur la distance entre 2 personnes qui ne se voient plus, même quand elles sont dans la même pièce. L'ironie était trop précise pour être un hasard. La France l'adorait. Le monde l'adorait. Et son fils avait 2 ans et ne savait pas qui elle était. La décennie des années 60 fut la période la plus intense de la vie publique de Bardot et la plus déterminante dans la vie privée de Nicolas. Pendant qu'il apprenait à marcher, à parler, à comprendre le monde depuis la maison de ses grands-parents paternels, sa mère accumulait couvertures de magazines, récompenses, mariages et scandales, avec une vélocité qui semblait défier toute forme de gravité émotionnelle. En 1965, elle avait tourné Viva Maria avec Louis Malle. La nomination au BAFTA était arrivée l'année suivante, en 1966. Mais elle avait épousé Günther Sachs lors d'une cérémonie qui avait occupé les premières pages de toute l'Europe. Sachs était l'héritier d'une fortune industrielle allemande, pilote, skieur, photographe, et le genre d'homme qui faisait pleuvoir des milliers de roses depuis un hélicoptère sur la maison de la femme qu'il voulait conquérir. Il l'avait fait littéralement. Les rosées étaient tombées sur la Madrague, la villa de Saint-Tropez, que Bardot avait achetée en 1958,
et qui allait devenir le décor le plus emblématique de sa vie. Nicolas avait 6 ans. Il vivait dans un autre monde. Ce qui est le plus révélateur de cette période, ce ne sont pas les succès de Bardot, mais ce qu'elle disait quand on lui posait des questions sur son fils. Les interviews de l'époque sont un document fascinant, précisément pour ce qu'elles omettent. Et les journalistes posaient rarement la question. Et quand ils le faisaient, Bardot répondait avec une économie de mots qui était en elle-même une réponse. Elle ne construisait pas le récit de la mère qui manquait à son enfant, qui appelait, qui comptait les jours. Elle ne parlait simplement pas de Nicolas comme d'une partie centrale de sa vie, parce qu'il ne l'était pas. Dans une interview de 1982, alors que Nicolas avait 22 ans, Bardot avait dit quelque chose qui résumait 2 décennies en une seule phrase. « Je suis devenue mère exactement quand je n'aurais pas dû l'être. Je l'ai vécu comme une tragédie. Ça a fait que 2 personnes ont été malheureuses, mon fils et moi. C'était honnête, elle l'avait toujours été. Mais l'honnêteté, dans ce cas, avait un coût qu'elle ne payait pas. Parce que pendant que Bardot traitait sa maternité comme une tragédie personnelle, Nicolas la vivait de l'autre côté. Et de cet autre côté, la tragédie n'avait pas le glamour des mémoires bien écrites, ni la distance que donne le temps. C'était simplement la réalité quotidienne d'un enfant qui voyait sa mère dans les magazines plus souvent qu'il ne la voyait en personne. L'opinion publique française de l'époque est un autre élément qui mérite attention. La France des années 60 traversait une transformation profonde. Mai 68 allait arriver. Les valeurs traditionnelles étaient remises en question. Et Bardot était, à bien des égards, l'incarnation de cette nouvelle liberté. Une femme qui ne demandait pas la permission, qui ne s'excusait pas, qui vivait selon ses propres règles. Sa décision de ne pas élever son fils avait été lue par certains comme un acte d'honnêteté radicale, par d'autres comme une trahison impardonnable. Mais ce qui était le plus frappant, c'est que la conversation publique sur Nicolas était quasi inexistante. Les médias français, qui couvraient chaque mouvement de Bardot avec une intensité obsessionnelle, avaient collectivement décidé de ne pas faire de Nicolas un sujet. Il était le fils invisible de la femme la plus visible de France, un paradoxe qui le protégeait et l'effaçait en même temps. Bardot, pendant ce temps, continuait de construire sa légende. En 1967, elle avait enregistré « Je t'aime moi non plus » avec Serge Gainsbourg, une chanson qui avait scandalisé l'Europe et avait été interdite dans plusieurs pays. Elle avait 33 ans et était encore capable d'arrêter le temps médiatique d'un simple geste. Mais en 1970, quelque chose avait commencé à changer. Le harcèlement des photographes, qui n'avait jamais diminué, avait commencé à peser d'une façon différente. La célébrité qui avait construit sa carrière commençait à ressembler à un piège sans issue. En 1973, à 39 ans, et au sommet de sa popularité, elle avait pris une décision que personne n'attendait. Elle avait quitté le cinéma pour toujours. Ce n'était pas un retrait progressif, c'était une rupture. Un jour, elle était l'actrice la plus photographiée du monde, et le lendemain, elle avait décidé que ce monde n'était plus le sien. Ce qui était venu ensuite avait révélé quelque chose sur Bardot, que ses films n'avaient jamais montré avec cette clarté. Sans l'écran, sans les tournages, et sans le personnage qu'elle avait construit pendant 20 ans, ce qui restait était une femme qui avait besoin d'aimer quelque chose de façon absolue. Et ce quelque chose n'était pas les êtres humains, c'étaient les animaux. Elle avait commencé à travailler pour la cause animale, presque immédiatement après son retrait. Elle était devenue porte-parole d'organisations de protection animale.
Elle avait voyagé, accordé des interviews, utilisé son image publique pour la première fois, non pas pour promouvoir des films, mais pour dénoncer la chasse aux phoques, les mauvais traitements infligés aux chiens abandonnés, les conditions des animaux d'élevage, la même énergie qu'elle avait mise à être Brigitte Bardot, l'actrice. Elle la mettait à être Brigitte Bardot, l'activiste. Et en 1986, elle avait fondé la fondation Brigitte Bardot. Et Nicolas avait alors 26 ans, vivait en Norvège et construisait la vie tranquille que sa mère n'avait jamais pu ni voulu lui donner. Tous les deux avaient trouvé leur propre chemin, mais ces chemins ne se croisaient pas souvent. Bardot l'avait expliqué une fois, avec une clarté désarmante. Je n'ai pas mentionné Nicolas parce qu'il avait besoin de soutien, de racines. Je ne pouvais pas être les racines de Nicolas parce que j'étais complètement déraciné, déséquilibré, perdu dans ce monde fou. C'était une explication. Ce n'était pas des excuses. Et puis 1996 était arrivé, et Bardot avait publié ses mémoires, et Nicolas les avait lus. Il y a des choses qu'une personne peut survivre en silence. L'absence d'une mère, par exemple. La douleur de grandir sans elle. De comprendre, avec le temps, que sa décision n'avait rien à voir avec vous, mais avec elle. Ça, on peut le traverser. On peut construire une vie autour de cette blessure et apprendre à vivre avec elle sans qu'elle définisse tout le reste. Ce qui est beaucoup plus difficile à survivre, c'est de le lire. En 1996, Brigitte Bardot avait publié Initiales BBB, ses mémoires. C'était un livre que la France attendait avec le même mélange de fascination et de curiosité morbide qui avait accompagné toute sa carrière. Bardot était déjà une figure retirée des écrans depuis plus de 20 ans, mais son nom restait capable d'arrêter des conversations, de remplir des kiosques, de générer le type d'attention que la plupart des acteurs en activité n'atteignent jamais. Le livre avait été un événement éditorial avant même d'être publié, et Bardot n'avait pas déçu. Elle avait écrit avec la même honnêteté brutale qu'elle avait appliquée à tout dans sa vie, sans filtre, sans concession, sans la distance diplomatique qu'utilisent habituellement les mémoires de célébrités quand elles abordent des sujets inconfortables. Elle avait parlé de ses mariages, de ses amants, de son retrait, de son activisme, et elle avait parlé de Nicolas. Elle avait écrit sur la grossesse qu'elle n'avait pas voulu, sur les médecins qu'elle avait tenté de payer pour y mettre fin, sur l'accouchement qu'elle avait vécu comme une torture, sur le nouveau-né qu'on lui demandait de regarder et qu'elle suppliait qu'on lui enlève. Tout cela était déjà connu en fragments, dans des déclarations éparses au fil des années. Mais le voir, réuni, ordonné, est écrit avec cette précision littéraire que Bardot possédait. Quand elle le voulait, c'était autre chose. Elle l'avait appelé une tumeur qui s'était nourrie de moi. Elle avait écrit qu'elle l'avait porté dans ma chair tuméfiée, attendant seulement le moment béni où je m'en libérerais enfin. Elle avait dit qu'il avait été l'objet de mon malheur. Elle avait écrit qu'elle était devenue mère exactement quand il ne le fallait pas, et que cela avait fait que 2 personnes ont été malheureuses, mon fils et moi. Et ailleurs, dans le livre, dans une phrase qui avait circulé dans toute la presse française et internationale pendant des semaines, elle avait admis qu'elle aurait préféré mettre au monde un chiot. Nicolas avait 36 ans quand il avait lu ça. Il avait une femme, 2 filles, une vie construite avec soin et détermination en Norvège. Il avait survécu à l'enfance sans sa mère. Il avait survécu à l'adolescence en sachant qu'elle préférait une autre vie. Il avait survécu au silence de décennies, aux visites rares, au nom de famille qui en France n'était pas un nom de famille,
mais un monument. Il avait construit une identité propre, sans rien demander, sans rien exiger, sans jamais utiliser publiquement la douleur comme monnaie d'échange. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas de l'absence. C'était sa mère, assise devant une machine à écrire, choisissant chaque mot, relisant chaque phrase, signant l'original et le remettant à un éditeur pour qu'il l'imprime en dizaines de milliers d'exemplaires qui se vendraient dans toute la France et au-delà. C'était sa mère qui disait au monde entier ce qu'elle avait ressenti en le portant. La réaction de Nicolas avait été aussi mesurée que tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. Il n'avait pas convoqué de conférences de presse, il n'avait pas appelé les journalistes, il n'avait pas construit un contre-discours public qui aurait profité du moment pour régler ses comptes. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus précis. Il avait appelé son père, Jacques Charrier, qui était resté en retrait du monde médiatique depuis des décennies, mais qui avait continué d'être le pilier silencieux dans la vie de son fils, avait lu le livre, et il avait décidé qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Non pas parce que les mots de Bardot étaient entièrement faux, mais parce que certaines affirmations sur lui, sur son comportement pendant le mariage, sur sa relation avec Brigitte, étaient inexactes ou carrément injustes, et parce que son fils méritait que quelqu'un, pour une fois, dise quelque chose à voix haute. Nicolas et Jacques Charrier avaient emporté plainte contre Bardot pour atteinte à la vie privée. Ce fut l'un des procès les plus commentés de la presse française de la fin des années 90, non pas pour sa complexité juridique, mais pour ce qu'il représentait, un fils traînant sa mère devant un tribunal pour lui avoir dit la vérité sur ce qu'elle avait ressenti en le mettant au monde. Le paradoxe était si inconfortable que les médias ne savaient pas vraiment de quel côté se placer. Bardot, fidèle à elle-même, n'avait montré aucun signe de recul. Elle n'avait pas modifié ses déclarations publiques. Elle n'avait pas présenté d'excuses. Elle s'était présentée devant le tribunal avec la même attitude qu'elle avait adoptée face à tout le reste dans sa vie. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que j'ai écrit. Et je ne vais pas prétendre ressentir autre chose. Le tribunal de Paris avait tranché partiellement en faveur de Nicolas et de Jacques. Bardot avait été condamné à payer environ 40 000 $ d'amende, une somme qui pour quelqu'un de son patrimoine était presque symbolique sur le plan économique, mais qui avait un poids différent sur le plan moral. C'était un tribunal qui disait officiellement qu'il existe des vérités qui, même si elles sont vraies, causent un tort qui mérite d'être reconnu. Jacques Charrier avait publié son propre livre la même année, en partie comme réponse directe à celui de Bardot. Il y affirmait quelque chose que la narration dominante sur l'actrice tendait à ignorer. Que Brigitte avait bel et bien aimé son fils, que la relation était plus complexe que le portrait de froideur absolue que ses mémoires dépeignaient, qu'il y avait eu des moments, même rares, même maladroits, même difficiles à tenir, où quelque chose de réel avait existé entre Bardot et Nicolas. Charrier avait peut-être raison. Peut-être que la vérité de Bardot et la vérité de son fils n'étaient même pas incompatibles, mais parallèles. Elle n'avait pas voulu être mère, et en même temps elle avait ressenti quelque chose pour ce fils qu'elle n'avait pas choisi. Les deux pouvaient être vrais. Ce qui ne pouvait pas se défaire, c'était le tort, causé par le fait de l'avoir mis sur papier, parce que les mots publiés ne s'effacent pas. Ils peuvent être nuancés et contextualisés, expliqués, mais ils ne disparaissent pas. Et Nicolas, qui avait passé toute sa vie à construire une identité qui ne dépendait pas de sa mère, s'était retrouvé dans une situation impossible. Son histoire, l'histoire la plus privée qu'il possédait, était dans les vitrines de toutes les librairies de France. Ce qui avait suivi le procès
avait été un éloignement qui n'était plus seulement émotionnel, mais aussi public et juridique. Nicolas était retourné en Norvège. Il était retourné auprès de sa famille, de ses filles, de la vie discrète qu'il avait choisie comme seule réponse sensée à tout ce que son nom de famille maternelle impliquait. Il n'avait accordé aucune interview sur le procès. Il n'avait pas construit un récit de victime que les médias auraient reçu à bras ouverts. Il était simplement parti, et Bardot n'avait pas reculé non plus. Les éditions ultérieures du livre n'avaient pas modifié les pages concernant Nicolas. Les déclarations sur la maternité qu'elle avait faites de son vivant avaient continué de faire partie du registre public, citées et récitées dans des articles, des documentaires et des portraits. C'était sa vérité, et elle l'avait maintenue. Mais le temps fait des choses étranges avec les vieilles blessures et avec les personnes qui les portent. À un moment donné des années suivantes, sans que l'un ni l'autre ne l'ait déclaré publiquement ni convoqué les médias pour l'annoncer, quelque chose avait changé entre Bardot et Nicolas. Les visites annuelles à Saint-Tropez avaient commencé. Les appels téléphoniques s'étaient en effet plus fréquents. Nicolas arrivait à la Madrague avec sa femme, avec ses filles, et avec les petites filles, qui avaient en fait de Bardot une grand-mère puis une arrière-grand-mère. Il s'asseyait, il mangeait, il parlait. Ce n'était pas la relation que Nicolas n'avait pas eue enfant. Celle-là ne pouvait pas se récupérer, mais c'était quelque chose. C'était une femme de 80 ans et son fils de 60 ans qui trouvaient une façon d'être dans la même pièce sans que le passé l'occupe entièrement. En 2018, dans une interview accordée au journal régional Var Matin, Bardot avait parlé de Nicolas avec une chaleur que personne qui n'aurait connue, que ses mémoires n'auraient pu anticiper. « Nous nous appelons souvent au téléphone », avait-elle dit. « Il vient me rendre visite une fois par an à la Madrague, seul ou accompagné de sa famille, sa femme, mes petites filles. Je l'aime d'une façon particulière. Et lui aussi m'aime. » Elle avait marqué une pause, et elle avait ajouté « Il ressemble un peu à moi physiquement, mais ses gestes et sa façon de parler me rappellent Jacques. » Et puis, presque comme si elle le pensait à voix haute, « Je crois qu'il a fini par comprendre cette mère étrange que j'ai été. » C'est une phrase qu'on peut lire de plusieurs façons, comme une réconciliation sincère, comme la rationalisation d'une femme qui avait besoin de croire que le tort avait été pardonné, comme la tentative honnête de trouver la paix avec une histoire qui n'avait jamais eu de résolution propre. C'est probablement les trois à la fois, mélangés dans des proportions que seul Nicolas connaît. Ce qui est certain, et c'est ce qui compte, c'est que Nicolas n'avait pas fait de son histoire une croisade. Il en avait tout le droit, et il avait le matériau, le poids moral, une presse qui l'aurait écouté avec avidité. Mais il avait choisi de ne pas le faire. Il avait choisi de vivre sa vie sans que celle de sa mère la consume. Il avait choisi la dignité de la distance plutôt que la satisfaction éphémère de la réponse publique. Quand Bardot était morte, le 28 décembre 2025, à 91 ans environ, dans sa maison de Saint-Tropez, Nicolas n'avait émis aucune déclaration. Le même silence qui avait été son bouclier toute sa vie avait été aussi sa réponse finale à la mort de la femme qu'il avait mise au monde sans le vouloir et qui, d'une certaine façon, à un moment entre les procès judiciaires et les visites d'été, avait fini par l'aimer à sa façon. Et puis le testament était arrivé, et il s'était avéré que même dans la mort, Bardot avait une dernière chose à dire. En 1986, et Brigitte Bardot avait besoin de près de 4 millions de dollars pour obtenir le statut officiel de fondation. Elle n'avait pas cet argent en liquide. La fortune qu'elle avait accumulée pendant 20 ans de carrière cinématographique
s'était progressivement diluée avec le temps, entre dépenses, mariage et une vie qui n'avait jamais été austère. Alors, elle avait fait ce que peu de gens attendaient d'une ancienne star dans sa situation. Elle avait installé un stand sur le marché de Saint-Tropez et avait commencé à vendre ses propres affaires. Des bracelets, des colliers, des photos dédicacées, des vêtements. La femme la plus photographiée de France, assise derrière un comptoir, vendant des souvenirs de sa propre vie pour financer la cause qu'elle avait décidé être la seule qui valait vraiment la peine. Et après avoir dilapidé la majeure partie de mes gains en tant que star, je n'avais plus de revenus, avait-elle expliqué des années plus tard dans une interview accordée à Paris Match. Il n'y avait aucun dramatisme dans sa façon de le raconter. C'était simplement ce qui s'était passé et ce qu'elle avait fait face à ça. La Fondation Brigitte Bardot avait été créée cette année-là avec un objectif qu'elle n'avait jamais hésité à expliquer. Les animaux, à la différence des êtres humains, ne lui demandèrent pas d'être quelque chose qu'elle ne pouvait pas être. Ils ne lui demandèrent pas d'être mère. Ils ne lui demandèrent pas de rester. Ils ne la jugeèrent pas pour ses choix. Ils l'acceptaient sans condition. Et ça, pour une femme qui avait passé toute sa vie à être jugée pour tout, était une forme de liberté qu'aucune relation humaine ne lui avait jamais donnée. Elle l'avait dit de différentes façons à différents moments, mais le fond était toujours le même. Les animaux étaient sa vérité la plus simple, et Bardot avait toujours préféré la vérité simple au mensonge compliqué. La Fondation avait grandi jusqu'à devenir l'une des organisations animalistes les plus influentes de France. 100 employés, 500 bénévoles, des campagnes contre la chasse aux phoques qui avaient atteint les parlements de plusieurs pays, des dénonciations contre les mauvais traitements infligés aux animaux d'élevage qui avaient modifié des réglementations européennes. 89% de ces ressources provenaient du propre legs de Bardot et qui avait transféré ses biens les plus précieux à la Fondation de façon systématique et délibérée pendant des décennies. En 1991, elle avait donné la Madrague, la villa de Saint-Tropez qu'elle avait achetée en 1958, qui avait été le décor de sa vie la plus intime, qui valait entre 25 et 30 millions d'euros, était passée entre les mains de la Fondation par la cession de la nue propriété. C'était, selon ses propres aveux, une décision aussi douloureuse que nécessaire. En 2006, elle avait donné sa villa de Bazoches-sur-Guyonne, transformée en refuge pour animaux. Une propriété à Savolles, un terrain de 10 hectares dans les collines de Saint-Tropez. Une villa médiévale à Cannes, vendue en 2020 pour 6,5 millions de dollars, dont les fonds avaient également été versés à la cause. Ce que Bardot avait construit pendant 40 ans n'était pas simplement une fondation. C'était la réponse la plus claire qu'elle pouvait donner à la question que sa vie avait posée depuis 1960. Que fait-on de l'amour quand on ne peut pas le donner de la façon que le monde attend? On le donne de la seule façon dont on est capable, même si cette façon n'inclut pas son fils. Quand elle était morte le 28 décembre 2025, son patrimoine était estimé à environ 65 millions d'euros. Le testament avait confirmé ce qu'elle annonçait depuis des décennies. La majeure partie irait à la Fondation Brigitte Bardot. Nicolas-Jacques Charrier, son fils unique, recevrait la réserve héréditaire minimale que la loi française établit pour les enfants uniques. Environ 15% du patrimoine réel disponible, et bien en dessous des 50% auxquels il aurait légalement droit, parce que Bardot avait transféré de son vivant les actifs les plus précieux à la Fondation, réduisant drastiquement la masse successorale. Nicolas avait contesté le testament. Bernard Dormal, le 4e mari de Bardot, en avait fait
autant. Le processus judiciaire était ouvert. Bardot n'avait jamais présenté cette décision comme une punition. Elle l'avait présentée comme la conséquence logique de qui elle était et de ce en quoi elle avait choisi de croire. Les animaux étaient sa responsabilité, disait-elle, quelque chose que des décennies auparavant, elle s'était sentie incapable d'assumer en tant que mère. C'était une cohérence brutale, la même cohérence qu'elle avait appliquée à tout. Y avait-il eu des regrets? La question est plus difficile à répondre qu'il n'y paraît. Et Bardot n'avait jamais utilisé ce mot. Elle n'avait jamais construit le récit de la mère qui avait mal agi et qui le savait. Mais il y a des phrases d'elle, dispersées dans différentes interviews au fil des années, qui suggèrent quelque chose de plus nuancé que l'indifférence totale. « Je suis devenue mère exactement quand je n'aurais pas dû l'être », avait-elle dit en 1982. Ce n'étaient pas des excuses, mais ce n'était pas non plus la déclaration de quelqu'un qui ne ressentait rien à ce sujet. En 2018, parlant de Nicolas avec une chaleur que ses mémoires n'avaient jamais eue, elle avait dit « Je crois qu'il a fini par comprendre cette mère étrange que j'ai été. » Il y a dans cette phrase quelque chose qui ressemble à de l'espoir. L'espoir que la distance, avec suffisamment de temps, puisse ressembler au pardon. Nicolas vivait en Norvège avec sa famille. Il avait 2 filles, des petites filles, qui avaient en fait de Bardot une arrière-grand-mère. Il allait lui rendre visite 1 fois par an à Saint-Tropez. 1 fois par an, pendant des décennies, le fils qui n'avait pas été invité à sa propre naissance dans la vie de sa mère avait choisi de revenir, non pas par obligation, non pas pour l'argent, pour quelque chose de plus difficile à nommer, peut-être parce que lui aussi, à sa façon, avait fini par comprendre cette mère étrange qu'il avait eue. Ou peut-être parce que certaines blessures ne se ferment jamais complètement, mais n'empêchent pas non plus la vie de continuer. Bardot avait été enterré au cimetière marin de Saint-Tropez, aux côtés de ses parents, près de la mère qu'elle avait aimée toute sa vie, loin, 1 fois encore, de son fils. Nicolas-Jacques Charrier a passé toute sa vie à choisir le silence. Et dans ce silence, il y a une question à laquelle ce documentaire ne peut pas répondre à sa place. Si sa mère lui a demandé pardon un jour, en privé, lors d'un de ses appels téléphoniques, que Bardot avait mentionné en 2018, lors d'une de ses visites annuelles à Saint-Tropez. Personne ne le sait, et personne ne le saura probablement jamais. Ce qu'on sait, c'est que Bardot a été, jusqu'à la fin, exactement ce qu'elle avait dit être, sans déguisement, sans la narration réconfortante que le monde exige habituellement des femmes qui ne correspondent pas au moule. Elle a été une mère qui n'a pas voulu l'être, une star qui a tout abandonné pour les animaux, et une femme qui a décidé que la cohérence valait plus que l'approbation. Et si cette cohérence était une vertu ou une cruauté, dépend de l'endroit d'où on la regarde, de là où elle se trouvait, ou de là où il se trouvait. Ce qui vient ensuite est l'histoire d'un autre homme qui a lui aussi choisi la cohérence de ses propres règles au-dessus de tout le reste, mais cette fois, on ne parle pas d'une actrice, on parle d'un président, un homme qui pendant des années a convaincu la France qu'il était la solution, pendant que tout son entourage savait exactement ce qu'il était vraiment. Le prochain documentaire s'appelle « Sarkozy ». Tout le monde savait sa corruption. Et ce qu'il révèle sur la façon dont le pouvoir fonctionne, quand personne ne veut voir bien ce qui est sous ses yeux, est plus troublant que n'importe quel scandale de couverture de magazine ne pourrait le laisser supposer.